Puis, j'en profite pour débuter les présentations. Aujourd'hui, pour notre webinaire sur l'optimisation du processus de recrutement dans un contexte de pénurie, de rareté de la main-d'œuvre, on va tenter de vous donner le plus possible de trucs concrets à mettre en application dans votre organisation pour vous faciliter la tâche. Alors, moi, c'est Joëlle Vincent. Si, il y en a parmi vous qui ne me connaissent pas déjà, je suis l'associée fondatrice de Via Conseil. Via Conseil, qui est une petite firme d'une quinzaine de personnes qui accompagne les petites et moyennes organisations dans tous leurs enjeux qui touchent la gestion des ressources humaines et la thématique de l'attraction, la rétention des talents en ce moment est tout à fait d'actualité, comme vous en doutez. Je vais vous présenter tout de suite mes collègues qui m'accompagnent aujourd'hui. Ma co-animatrice Fleur qui va se présenter. Je te laisse te présenter, Fleur. Parfait. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir passer une partie de l'après-midi avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis consultante en ressources humaines chez Via Conseil. Ça va faire maintenant presque 2 ans. J'ai à peu près plus d'une dizaine d'années d'expérience en ressources humaines, puis j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs organisations ces dernières années dans leur recrutement en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'espère que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui va pouvoir vous aider dans vos recrutements. Merci Fleur. Et Justine, si vous étiez là à notre précédent webinaire, vous connaissez déjà Justine. Si c'est votre première, on vous présente notre modératrice en fait pour le webinaire. Elle va s'occuper du chat. Donc, si vous avez des questions ou des interventions à faire tout au long de la présentation, surtout n'hésitez pas. À poser vos questions à Justine qui va pouvoir intervenir pendant la présentation. Si jamais vous avez des problématiques techniques aussi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on va tenter, on va faire de notre mieux pour vous accompagner, vous aider si jamais c'est le cas. Que Justine, veux-tu nous dire un petit bonjour? Oui, bien en fait, je suis très contente d'être de retour pour ce deuxième webinaire. Donc, je vais essayer de répondre du mieux possible à vos questions. Puis sinon, ben, je vais prendre la parole et poser la question au moment opportun durant la présentation. Donc, très contente d'être ici. Super, alors on se lance. Aujourd'hui, on va parler de la mise en contexte. En fait, on va faire une petite mise en contexte de la situation. Je pense qu'on ne surprendra personne avec ce qu'on va vous présenter, mais bon, c'est toujours intéressant de placer les choses un peu avant de débuter. Puis on va vous parler marque employeur, évidemment, qu'est-ce qu'on entend par là et comment on la déploie. On va parler du processus de recrutement idéal et comment on s'y prend là, pour faire l'attraction des candidats là, dans une situation comme on vit actuellement. Comment on peaufine aussi notre exercice au niveau de la sélection parce qu'on peut faire une différence dans les candidats qu'on réussit à embaucher en améliorant notre processus de sélection également. Puis, par rapport à l'accueil et l'intégration aussi, parce que ça ne se termine pas une fois qu'on a réussi à obtenir une lettre d'offre signée de la part de nos candidats. On sait que dans un marché comme on a actuellement, il y en a beaucoup des candidats qui se désistent ou en tout cas qui vont décider de quitter après même quelques jours, quelques semaines après le début de l'emploi. Et à ce moment-là, c'est le processus d'accueil et d'intégration qui fait toute la différence. Donc, on met toutes les chances de notre côté dans un marché aussi compétitif pour pouvoir attirer, mais aussi les retenir une fois qu'on les a trouvés, ces perles rares-là. Et période de questions, bien entendu, mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi avant la fin. On sera en mesure d'y répondre certainement. Alors, je cède la parole à Fleur pour la mise en contexte. Oui, donc je vais commencer juste avec quelques chiffres dans le fond, mais je pense que je vous apprends rien. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre actuellement au Québec. Il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est depuis 2014, il y a l'inversion de la pyramide des âges qui a fait en sorte que le nombre de Québécois en âge de travailler, ça a commencé à diminuer plutôt que d'augmenter. Donc ça, c'est une des raisons. Aussi un chiffre intéressant là, pour le premier trimestre de 2021 au Canada, le taux de postes vacants était de 3,6%. C'est le plus élevé jamais enregistré jusqu'à maintenant. Donc, ça représente à peu près 553 500 postes à combler, ce qui est vraiment énorme.
Et puis, il y a certains secteurs là qui sont plus touchés que d'autres. Donc là, on mentionne le secteur des soins de la santé, mais on l'a parlé en introduction, le secteur des TI aussi, par exemple. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais de manière générale, tout le monde est touché actuellement. Donc, je repasse la parole à Joël. Oui, la fameuse marque employeur, hein, on en parle beaucoup. C'est pas tout le temps si clair que ça pour les gens avec qui on aborde le sujet, souvent nos clients. De quoi on parle quand on parle de marque employeur? À quoi ça sert aussi de se préoccuper de sa marque employeur? Bien, en réalité, c'est un peu la promesse hein, que vous faites autant aux employés qu'aux candidats que vous tentez d'attirer. C'est un peu votre ADN, c'est votre personnalité en tant qu'organisation. C'est un peu la perception que vous souhaitez que les gens, bien, en fait, c'est la perception que les gens ont de votre organisation. Puis l'objectif de s'en préoccuper, c'est de faire en sorte que les gens aient la perception que vous souhaitez qu'ils aient. Donc, c'est une notion qu'on a empruntée du marketing, en fait, régulier et qu'on a appliqué au domaine des RH. Puis, en marketing, c'est un peu le même principe. Hein? Les gens de marketing vont beaucoup travailler sur de quelle façon on veut qu'on perçoive notre marque en tant qu'entreprise pour attirer les clients, que les clients aient la bonne perception. C'est la même chose par rapport au recrutement. Donc, en prenant soin de notre marque employeur, bien, on se donne toutes les chances possibles de pouvoir attirer le plus de candidats, mais surtout les bons candidats. Donc, on va regarder un certain nombre d'éléments là, quand on veut travailler sur sa marque employeur, sa réputation, en fait, sur le marché du travail. On va parler à ce moment-là de la culture, des valeurs, des principes, de tout ce qui touche l'ambiance de travail, du bien-être des employés. Ça inclut la rémunération aussi, hein, la perception que les gens ont de quelle façon vous rémunérez les gens. Est-ce que vous êtes dans le marché, en bas du marché, au-dessus du marché? C'est souvent une perception, c'est pas tout le temps la réalité, mais ça fait partie de la marque employeur également. Les opportunités de développement professionnel aussi, c'est inclus dans la marque employeur. On sait à quel point c'est important pour les gens aujourd'hui de sentir qu'ils ont la possibilité de se développer au niveau professionnel. L'éthique, l'intégrité, qui est une thématique importante là, depuis quelques années. Tout ce qui est la responsabilité sociale, environnementale également. Donc, c'est tout ça, la perception que les candidats peuvent avoir par rapport à votre marque employeur et qu'il faut s'assurer de mettre de l'avant. C'est différent du marketing RH dans le sens que le marketing RH, ça va être la stratégie qu'on va déployer par la suite pour pouvoir mettre en œuvre notre marque employeur. Donc, plein de bénéfices, évidemment, à travailler sur notre marque employeur. Mais je pense que le mot-clé à retenir quand on veut travailler sur notre marque employeur, c'est cohérence. Donc, si vous avez déjà travaillé sur votre marque en tant qu'organisation au niveau marketing, là, pour l'attraction, par exemple, soit des clients, des membres, etc., là, tout dépendant du type d'organisation que vous avez, ben, c'est important que la marque employeur soit une déclinaison de votre marque comme telle. Il faut que les deux parlent sur les mêmes thèmes, de la même façon, qu'il y ait un lien entre les deux marques. Sinon, on va créer un sentiment d'incohérence parce que souvent, ben, notre clientèle peut être amenée à voir les publications qu'on va faire visant l'aspect plus marque employeur et vice-versa. Et si les messages ne sont pas en ligne, ben là, à ce moment-là, ça crée de l'incohérence. Puis, c'est important de s'assurer là, qu'on va vraiment aligner les deux. On va parler de marque employeur externe, puis on va parler de marque employeur interne également. Là, j'ai un peu passé rapidement sur la déclinaison. Tu peux revenir, Fleur, à la diapo d'avant. Donc, on disait cohérence, mais c'est important de le déployer de façon aussi cohérente à travers les différents réseaux qu'on utilise pour la publier, la déployer, cette marque employeur-là. Donc, on parle du site web, bien entendu, mais c'est aussi à travers vos pages de médias sociaux qu'on va pouvoir l'utiliser. C'est vos affichages de poste aussi. Souvent, ce qu'on constate quand on accompagne des clients, c'est que
on a fait un certain travail pour se présenter sur nos sites web, sur nos médias sociaux. Puis là, on arrive à l'affichage de poste, puis c'est plus ça du tout. On n'utilise plus les mêmes termes, on ne se présente plus de la même façon. On fait ça un peu bien sec, si on veut. Ça ressemble plus à une description de tâche qu'un affichage de poste. Ben, c'est un peu une incohérence là, dont on discutait jusqu'à maintenant. C'est important que ça se décline jusque dans aussi les affichages de poste. Puis après ça, ben, dans tous les types de relations qu'on va avoir à l'externe, ça doit se déployer aussi dans les politiques, les procédures. Puis on parle de marque employeur. Souvent, quand on s'adresse aux candidats externes, hein, on le voit souvent dans une optique d'aller chercher des candidatures, donc plus tournées vers l'externe de l'organisation. Mais c'est aussi important qu'il y ait une cohérence entre l'expérience vécue par nos employés à l'interne. Donc, la marque employeur continue une fois que l'employé a débuté, le candidat a débuté son emploi dans notre organisation. Puis, il faut que ça soit cohérent aussi. Donc, ce qu'on a promis dans le processus d'embauche, le processus de sélection, ce qu'on a mis de l'avant, bien, il faut que ça soit aussi ce qui se réalise concrètement dans le contexte du travail au quotidien. Autrement, bien, les gens vont se sentir floués, puis ils vont quitter après un certain temps, ou s'ils restent, bien, ils risquent de rester avec un goût un peu amer, de ne pas retrouver ce qui lui avait été présenté dans toute la démarche au préalable. Donc, on va vouloir retrouver ça à travers tous nos programmes de gestion des ressources humaines aussi dans l'organisation. Là, tu peux aller avec la prochaine. Donc, on parlait marque employeur externe. Comment on s'y prend pour développer cette marque employeur-là? C'est la grande question. La première étape, c'est de faire un peu son audit RH, hein, ce qu'on veut, ou un petit peu un diagnostic de notre fonction ressources humaines ou de nos forces, de nos pistes d'amélioration en tant qu'organisation par rapport à comment on fait la gestion de nos ressources humaines, comment se porte le niveau d'engagement dans notre organisation, c'est quoi nos forces à mettre de l'avant dans notre marque employeur, puis c'est quoi aussi les choses qui, ben, il ne faut pas qu'on mette de l'avant parce que ça ne fait pas nécessairement partie de nos forces, mais ça peut être intéressant quand même d'aller les souligner parce que ça nous donne une opportunité d'essayer de les travailler puis de les améliorer. On fait ça comment? Bien, nous, on recommande tout le temps de consulter les employés dans la démarche. Donc, on peut les sonder soit à travers notre un sondage en ligne. Là, on peut utiliser un SurveyMonkey ou un sondage avec les outils Google, peu importe. Ça peut être assez facile. Sinon, on peut faire des focus groups ou des rencontres individuelles ou même utiliser les entrevues de départ des gens qui quittent pour pouvoir avoir quand même un peu de contenu par rapport à qu'est-ce qu'ils trouvent qu'on fait bien, puis qu'est-ce qu'on fait peut-être de moins bien. Souvent, les gens qui quittent ont peut-être moins de retenue par rapport à qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Fait qu'on a un peu plus l'heure juste. Donc, ça peut être des solutions pour aller chercher de l'information sur qui nous sommes, comment on doit se présenter auprès des candidats potentiels, comment on se différencie aussi de nos concurrents. Parce que dans le marché actuel, il ne suffit pas seulement que d'avoir une belle présentation. Tu sais, juste d'avoir une belle devanture de magasin, là, en ce moment, c'est vraiment pas suffisant pour attirer des candidats. Ils ont trop de choix. Donc, il faut mettre de l'avant votre élément distinctif par rapport aux concurrents. Donc, de quelle façon les gens, s'ils viennent travailler pour vous, ils vont retrouver quelque chose qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Donc, c'est surtout ça qu'il va falloir aller découvrir dans votre audit RH, qui est la première étape. Puis après ça, ben, on établit notre stratégie. Une fois qu'on a l'information pour être capable d'élaborer notre marque employeur, on établit notre stratégie autant à l'interne qui vise à retenir, mobiliser nos employés qu'à l'externe pour aller chercher nos candidats. Puis là, ben, les questions à se poser à cette étape-là, c'est comment on va rejoindre les candidats qu'on cherche à rejoindre. Hein? C'est quoi les bonnes façons de les rejoindre, ces gens-là? On va voir ça un petit peu plus loin dans les stratégies qu'on va vous proposer pour l'attraction tout tantôt.
où est-ce qu'on va mettre à disposition l'information identifiée? C'est quoi les moments les plus propices pour qu'ils soient réceptifs? Comment on assure la cohérence globale? Donc, c'est différentes questions qu'on va se poser pour établir notre stratégie, mais on va pouvoir décliner ça un petit peu plus loin là, dans la présentation. Puis la troisième étape, ben, on déploie. Donc, on a fait notre plan, on a fait notre stratégie. Maintenant, le plan, on va le mettre en œuvre. Puis, ce qui est bien, bien important, c'est qu'il faut le mesurer. Puis c'est souvent l'étape qu'on oublie. Une fois qu'on met en place notre plan, notre stratégie, bien, il faut s'assurer qu'on voit qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné, parce que c'est vraiment un cycle un peu en continu. Là, on le voit sur la diapo, là, c'est un cercle. Dans le fond, on revient à l'étape, aux étapes précédentes, puis on essaie toujours de l'améliorer, notre stratégie, de mois en mois, d'année en année. Puis là, on peut s'établir des indicateurs pour être capable de mesurer ça. Ça peut être, est-ce que la perception des employés s'est améliorée? Si vous utilisez des petits sondages comme Office Vibe, Amélio, SparkBee, ça peut être des outils faciles là, pour faire cette mesure-là. Est-ce que notre nombre de candidatures a augmenté? Est-ce que le temps requis pour combler un poste a diminué? Est-ce que le taux de roulement dans la première année diminue? Donc, c'est tous des indicateurs qui peuvent servir à mesurer si votre marque employeur a bien fonctionné. Par la suite, pour tout ce qui touche l'aspect interne, ben, on va passer rapidement aujourd'hui parce que je pense que le cœur de la présentation, c'est surtout de voir comment on va chercher des candidats à l'externe. Par contre, je pense que c'est important de mentionner que la marque employeur s'étend sur l'interne, là, sur la vie et l'expérience employée au complet. Donc, il ne faut pas le négliger également. Faut vraiment que ça soit en cohérence. Mais on pourra en faire un webinaire à part entière de cette thématique-là, de comment on génère l'engagement de nos employés en déployant notre marque employeur. Peut-être juste montrer rapidement la diapo suivante, Fleur, sur le cycle de vie de l'employé. Ben, tu sais, la marque employeur se vit, là, dans le fond, du moment où ils prennent conscience de qui on est ou de notre offre, au tout début, dans le fond, du cycle, et qui sont en contact avec notre marque employeur à ce moment-là. On est dans l'étape du recrutement. Une fois qu'on l'embauche, l'accueil, intégration, on continue à faire vivre notre marque employeur à ce moment-là, durant toute la vie le cycle de vie de l'employé dans notre organisation à travers nos processus puis nos politiques RH, on continue de faire vivre cette marque employeur-là. Puis jusqu'à la toute fin, puis ben, on sait, hein, ça arrive, des gens nous quittent pour toutes sortes de raisons pour aller vers d'autres défis. Ce qu'on souhaite à ce moment-là, c'est qu'il reste des ambassadeurs de notre organisation et qui parlent en bien de nous pour continuer à faire vivre notre marque employeur, même au-delà de la fin du cycle de vie de l'employé. Je viens d'en parler un petit peu par rapport aux ambassadeurs. Là, on parle plutôt des employés de notre organisation. C'est important d'en faire aussi des ambassadeurs, même lorsqu'ils sont toujours à l'emploi de notre organisation, parce que dans un contexte comme on vit aujourd'hui, de rareté de la main-d'œuvre, de difficulté d'attraction, ces gens-là sont nos meilleurs alliés. Donc, si vous n'avez pas déjà commencé à demander à vos employés de diffuser les offres d'emploi de votre organisation sur les médias sociaux, par exemple, ou d'en parler là, dans leurs différents réseaux, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne parce que pour le candidat, la personne qui travaille au sein de l'organisation a beaucoup plus de crédibilité à leurs yeux quand ils parlent de l'expérience vécue au sein de l'organisation, puis de la valeur de l'offre qu'on a pour eux comme candidats est beaucoup plus intéressante que si c'est un gestionnaire, le DG ou le propriétaire de l'organisation ou la personne RH qui en parle. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de leur demander de contribuer à l'ensemble du processus d'attraction, de diffusion de la marque employeur, puis de contribuer aussi à aller solliciter des gens dans leur réseau pour voir s'il n'y aurait pas des candidats potentiels à l'intérieur de ce réseau-là. Je vais laisser Fleur vous expliquer maintenant le processus de recrutement idéal. Oui, donc je pense que je vais passer assez rapidement là, sur cette partie-là parce que
J'imagine que plusieurs d'entre vous là, le connaissent déjà. Je voulais juste insister sur quelques points qui sont importants de pas négliger. Donc là, on voit le cycle de processus de recrutement idéal. Ça commence toujours par la planification de nos besoins. Ça se fait en fonction de différents paramètres. Ben déjà, nos besoins opérationnels, les départs éventuels qui sont à prévoir, tout un tas de paramètres, la croissance, par exemple, de l'organisation. Évidemment, par la suite, c'est là où on commence, une fois qu'on a planifié nos besoins de main-d'œuvre, à bâtir notre profil de poste, puis faire la mise en ligne de l'offre d'emploi, le tri des CV, les entrevues, le choix de la candidature, etc. Et je voulais aussi insister sur le point, parce qu'on va en parler un peu plus tard dans le webinaire, c'est l'accueil et l'intégration de la nouvelle employée, parce qu'une fois surtout en ce moment, là où c'est difficile d'avoir des candidats et de se rendre jusqu'au bout, mais on veut surtout pas les perdre. Puis on sait que les premiers jours, les premières semaines sont vraiment très importantes. Donc il faut aussi accorder de l'importance à ce programme d'accueil et d'intégration pour pas mettre un petit peu à la poubelle tout le travail qu'on aurait fait en amont. Donc, si je commence avec la prochaine partie sur les bonnes pratiques d'attraction des candidats, je voulais juste commencer avec quelques chiffres qui sont pour moi assez évoquants. Déjà, tout ce qui concerne l'effervescence du mobile. Il y a plusieurs études qui ont démontré que les recherches d'emploi sur le mobile, donc les cellulaires, ont augmenté de 500% dans les dernières années. Donc là, on a complètement basculé sur un autre mode de fonctionnement. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Oui, d'ailleurs, Fleur, moi, ce que j'invite les gens à faire là, en même temps qu'ils nous écoutent, là, c'est s'ils ne l'ont pas déjà fait, bon, peut-être moins pour les gens qui sont dans le secteur de la technologie, j'imagine que c'est déjà considéré, mais pour tous les autres, prenez votre téléphone, là, puis allez sur votre site web, puis regardez ça a l'air de quoi. Si ça ne sort pas très bien visuellement, bien déjà, sachez que vous venez de perdre une grande partie de vos candidats. Ça va être le même exercice à faire sur une tablette. Puis là, après ça, tantôt, juste après, Fleur va vous parler là, de la facilité d'appliquer en ligne. Essayez de postuler en ligne à partir de votre téléphone. Puis si vous n'y arrivez pas, dites-vous que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles vous ne recevez pas de CV en ce moment. Les gens le font en ligne avec leur téléphone mobile ou leur tablette plutôt que sur leur ordinateur en ce moment. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important à tenir compte. Définitivement. Très bon point, merci Joël. Donc, je poursuis avec l'autre chose importante aussi à regarder, c'est à quoi ça ressemble mon offre d'emploi. Il y a 50% des problèmes de recrutement qui sont liés à une mauvaise description, une mauvaise offre d'emploi, à une mauvaise lecture des CV aussi, ou à des gestionnaires qui ne connaissent pas ou n'appliquent pas les bonnes pratiques en matière de recrutement. Donc là, encore une fois, il y a un gros potentiel de perte des candidats qui serait intéressant pour l'organisation. Et puis, on va en parler aussi, la stratégie de diffusion. Les 50% restants sont dus à une mauvaise utilisation de l'affichage du marketing ou de la technologie. Donc, il y a 50% des problèmes qui sont liés aux descriptions, 50% qui sont liés aux problèmes de stratégie de diffusion. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui vont être à regarder. Puis, on va en parler dans les prochaines diapos. Donc, ça, on en a déjà un petit peu parlé, d'élaborer, planifier les besoins évidemment, mais surtout d'élaborer toute notre stratégie. Donc, si on a une marque employeur, évidemment, de l'aligner sur notre marque employeur, cette stratégie-là. Donc, stratégie d'attraction qui va nous servir par la suite à rédiger nos affichages, puis aussi à élaborer notre stratégie de diffusion. Il faut que ça soit aligné tout ça. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est de l'analyser par la suite une fois que tout ça va être fait pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, qu'est-ce qu'on peut ajuster. Surtout dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, là, il faut sans cesse renouveler nos façons de faire pour s'améliorer en continu. On voulait aussi vous parler du persona candidat. Donc, c'est aussi un principe qui est tiré là, des principes marketing classiques que les ressources humaines
ont repris. Donc, c'est une façon de cibler les candidats qu'on souhaite, parce que ce qu'on veut, c'est, oui, avoir des candidats, mais avoir des candidats qui soient pertinents pour ce qu'on recherche, évidemment. Donc, le principe du persona candidat, c'est assez simple. En fait, c'est de créer vraiment une personne fictive qui représente le groupe cible qu'on recherche. Donc, le candidat potentiel idéal qu'on recherche, qui ça va être, à quoi il va ressembler, quelles sont ses habitudes de vie. Donc, c'est vraiment de créer ce personnage fictif-là qui va pouvoir nous aider par la suite pour notre attraction, mais aussi pour notre diffusion. Donc là, comment est-ce qu'on fait ce persona-là? Comment est-ce qu'on le crée? Donc, il faut faire quelques petites recherches, autant qualitatives que quantitatives, de son milieu pour pouvoir bien le définir. Donc, est-ce que ça va être un homme? Est-ce que ça va être une femme? Quel va être son groupe d'âge? Où il va habiter où? Il va aller dans quel genre de magasin? Il va aller sur quel type de site Internet? C'est quoi ses habitudes de vie? On veut vraiment avoir ce personnage fictif-là pour pouvoir par la suite développer notre stratégie d'attraction et de diffusion. Puis n'hésitez surtout pas à impliquer les membres de votre équipe là, dans l'élaboration de ce persona-là. Les membres de l'équipe ont souvent plein d'idées là, pour élaborer votre persona. Aussi, quelque chose qu'on faisait, je pense, beaucoup moins dans les dernières années et que je vous invite à faire de plus en plus, c'est de ne pas hésiter à vous mettre dans la peau de la future ou du futur candidat, de se poser les questions, en fait, un peu comme l'a mentionné Joël, là, d'aller sur votre téléphone, faire vos recherches. Qu'est-ce que la personne verrait, en fait, en allant sur votre site Internet, par exemple. Se poser les bonnes questions. Donc, à quel endroit est-ce que le candidat que vous souhaitez avoir va aller chercher son offre d'emploi? Ça va être quoi les premiers mots qui vont attirer l'attention sur votre offre d'emploi? Aussi, c'est quoi les conditions de travail qui vont être importantes? Qu'est-ce que les personnes recherchent ou les spécificités? Il faut vraiment que vous puissiez vous démarquer par rapport à votre concurrence en termes d'employeurs. Donc, l'important de se distinguer est vraiment fondamental. Où est-ce que cette personne-là souhaiterait travailler? Et puis, encore une fois, sur quel site web, quel type de page Facebook ou de groupe Facebook cette personne pourrait aller à consulter. Il ne faut pas négliger non plus l'ambiance et l'équipe de travail, parce que les gens de nos jours, oui, ils viennent chercher un travail, mais ils viennent surtout chercher une ambiance de travail. Donc ça, c'est important à mettre de l'avant dans vos offres aussi. Alors, l'offre d'emploi 4.0, comme on pourrait l'appeler, on voulait juste vous donner quelques conseils un petit peu pour sortir de la boîte. Donc, surtout d'éviter de faire comme les autres. Raconter une histoire tout en informant les gens. On voit de plus en plus des offres d'emploi sous forme de vidéos où les employés qui travaillent déjà dans l'organisation sont appliqués et parlent de l'organisation, de l'emploi. Donc ça, c'est des choses qui parlent, qui attirent en fait les candidats potentiels. Faut se démarquer, donc trouver des façons originales d'aborder les offres d'emploi, choisir les bons mots, le bon ton, le bon format. Puis utiliser le principe de la pyramide inversée, je vais vous le montrer juste après. Dans le fond, c'est juste de mettre de l'avant les mots qui sont accrocheurs, puis d'y aller de manière, je pourrais peut-être la montrer tout de suite. Juste avant que tu ailles à la pyramide de fleurs, peut-être par rapport à ce que tu disais, raconter une histoire, bon, tout le monde a entendu parler du storytelling, c'est bien à la mode en marketing. Encore une fois, ça s'applique dans le domaine des RH ici, puis quand on veut aller chercher des clients en marketing, on va leur raconter une histoire parce qu'on veut toucher la personne. On veut aller chercher l'aspect émotionnel au-delà de seulement l'aspect intellectuel. C'est la même chose quand on fait du recrutement puis qu'on veut tenter de rejoindre des candidats. Puis on avait tendance
dans la façon traditionnelle de faire du recrutement avant, on expliquait là, de façon très cérébrale, c'est quoi l'emploi, qu'est-ce que tu vas venir chercher chez nous, etc. Puis maintenant, mais il faut plutôt aller chercher l'aspect émotionnel parce que il y a tellement d'offres sur le marché que la personne va choisir ce qui fait du sens pour elle. Puis, tu sais, s'il y a un terme à retenir là, par rapport à cet aspect-là, les gens aujourd'hui cherchent du sens et encore plus, je dirais, depuis qu'on a vécu la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question et cherchent à trouver un travail qui va amener du sens. Puis, je pense que peu importe dans quelle organisation ou presque là, où on travaille, mais bon, la plupart d'entre vous, nous, on aime bien travailler avec des organisations qui ont des missions intéressantes. Donc, je me doute que, bon, si vous êtes là, il y a des bonnes chances que vous ayez quand même des choses intéressantes à proposer. Mettez de l'avant la raison d'être de l'organisation. Puis, ça prend, si vous faites des vidéos, si vous faites des façons de diffuser un peu originales votre organisation en tant qu'employeur potentiel, bien, faites-le raconter, que ce soit par un employé, par le dirigeant, fondateur, peu importe, de façon à ce que ça vienne toucher les émotions des gens, que les gens y voient vraiment un sens. Donc, peut-être à tenir compte là, dans votre stratégie de diffusion. À ce Oui, sujet-là, c'est il y a ça. quelqu'un qui a posé une question intéressante, puis je me permets de vous interrompre pour la poser, là. Mais elle demande, est-ce que c'est encore pertinent ou avoir votre avis là, sur la pertinence quand le domaine, les gens ne sont pas nécessairement tournés vers les émotions? Ah, mais là, c'est pas parce qu'on travaille avec des introvertis qui n'ont pas pour autant des émotions. Ils sont un peu moins expressifs. Puis là, je ne sais pas trop là, si on parle plus du domaine de l'informatique. On a dit en début de rencontre qu'on avait quand même pas mal de gens qui venaient du domaine des TI. Ben, souvent, ces gens-là sont effectivement un peu moins démonstratifs, mais ils vont quand même chercher un sens là, à ce qu'ils font. Faut juste trouver qu'est-ce qui les fait vibrer en réalité, puis c'est un peu l'intérêt de faire l'exercice du persona dont Fleur nous parlait tout à l'heure. Mais tout le monde a des cordes sensibles, tout le monde. Il faut trouver c'est quoi les cordes sensibles des candidats ou des types d'employés que l'on recherche. Puis c'est là-dessus qu'il faut miser. Évidemment, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit la réalité là, qu'on mette de l'avant, mais il faut parler au cœur des gens plutôt que seulement à leur raison. Je pense que c'est une façon de se distinguer dans la masse des offres qu'il y a en ce moment sur le marché. Définitivement, puis c'est ce que on voit là les petits, le petit passage des années 2010 à 2020 là sur la diapo. C'est sûr qu'avant, les offres d'emploi étaient axées sur les tâches. Maintenant, on va préférer avoir des offres d'emploi qui soient axées plutôt sur les valeurs de l'organisation, sur la philosophie de l'organisation. C'est ce que les gens viennent chercher. Ils veulent que leur travail fasse sens. Donc ça viendrait vous démarquer de toute cette panoplie d'offres d'emploi qui reste encore axée sur les tâches. Puis dans la façon de sélectionner aussi les candidats, dans les années passées, on était plus en mode évaluation du candidat. C'était vraiment l'employeur qui était plus en position de choisir, de décider. Maintenant, c'est l'inverse. Donc, il faut passer en mode séduction des candidats. On veut les attirer. On veut qu'ils nous choisissent, nous, parce qu'ils ont un grand choix qui s'offre à eux. Et puis aussi, au niveau de la diffusion, c'est ça, on va en reparler par la suite, mais on était plus sur des sites d'affichage traditionnels. Maintenant, on va plus être sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit. Donc, au niveau de la pyramide inversée, c'est juste pour vous mettre en image là, à quoi ça doit ressembler une offre d'emploi. C'est ça. Ce qui est très important, c'est le titre, l'introduction, puis on va y aller avec les choses moins importantes, les informations nécessaires, on va moins les mettre de l'avant en fait. Donc, c'est juste pour représenter ça. Oui, c'est ça. Punché, hein, parce que ça passe vite, surtout sur les médias sociaux. Là.
ça va vite. Ça va tellement vite, hein? Vous le savez, vous êtes certainement sur les médias sociaux aussi, là, à la vitesse à laquelle on défile un mur ou en tout cas, ça peut aller assez rapidement. Il faut attraper l'œil en premier. Puis ensuite, 2, 3 mots qui vont accrocher la personne puis qui va lui donner envie de regarder la diffusion au complet. Donc, c'est ça le plus important pour commencer. C'est ça. Ouais. Là, je pense qu'on a déjà mentionné pas mal de choses là-dessus. Donc, insister sur les valeurs, la mission, identifier de quelle façon le candidat il va pouvoir avoir de l'impact dans son travail, décrire une journée typique dans le cadre de son poste aussi. Ça, c'est rassurant pour le futur employé. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est des aspects qu'on a mentionnés déjà. Comme on le disait, il faut que l'offre d'emploi il faut qu'elle soit claire, pertinente, authentique, honnête. Les gens viennent chercher, c'est ça, les émotions, les valeurs. C'est important. Donc, les phrases courtes et punchées, parce qu'on fait défiler sur notre téléphone et on est plus sur l'ordinateur actuellement. Pour vous aider dans tout ça, pour ceux qui sont moins à l'aise avec tout l'aspect visuel là, des nouvelles offres d'emploi de type un peu plus publicité qu'on pourrait appeler. Il y a des applications qu'on utilise, nous, par exemple, qui sont gratuites, comme Canva. C'est une plateforme en ligne qui est gratuite qui permet de faire de jolis visuels assez facilement, ou encore PowerPoint, par exemple. Il faut que tout ça, ça soit attrayant. Donc, le choix des photos, le choix des mots, c'est des choses qui sont pas à négliger. Donc ça, je pense qu'on en a parlé aussi, pouvoir attirer l'attention. C'est ça, l'offre d'emploi doit être comprise seulement en lisant le titre ou le sous-titre, parce que sinon on passe à la suivante. Donc il faut aller vite. Au niveau de la diffusion de l'offre d'emploi, donc on l'a dit, définir sa stratégie de diffusion en fonction donc, de sa marque employeur, de sa stratégie d'attraction. Ça va nous permettre de cibler les bonnes plateformes de diffusion. On ne veut pas diffuser n'importe où, on veut diffuser là où les candidats potentiels vont être. Donc, cibler ces bonnes plateformes-là, c'est important aussi au moment de la stratégie de diffusion, puis d'adapter son contenu, évidemment, en fonction de la plateforme utilisée, si on est sur tel réseau social ou sur un site plus classique là, de recherche d'offres d'emploi. Donc, au niveau des différentes plateformes à utiliser, on retrouve évidemment, on les connaît tous, là, les plateformes plutôt traditionnelles. Dans les petites stratégies qu'on voulait vous mentionner, c'est de tester votre affichage. Je pense que j'ai un... Joël, je te laisse embarquer. Ah oui. J'ai un souci de voix. Fleur, j'en profite pour vous faire une petite anecdote. C'était pas censé être moi qui présentais cette présentation-là, ce webinaire-là aujourd'hui. C'était censé être Fleur et Daphné. Alors, s'il y en a qui se posaient la question, mais où est Daphné? Est-ce que Daphné va bien? Daphné va bien. Elle est toujours chez Via Conseil, je vous rassure. Et elle est toujours en pleine forme, mais on est en temps de COVID et l'école de son petit garçon a dû fermer pour cause d'éclosion. Tout le monde va bien dans la famille, mais c'est assez difficile d'animer un webinaire avec un petit garçon de 5 ans qui doit faire l'école à la maison. Alors, j'ai pris la relève de Daphné. Mais Fleur a un rhume en ce moment, alors c'était les défis de la saison, de l'automne qui se présentent tout à la fois. C'est ça, mais c'est bon, le temps que tu parles, c'est passé, donc je suis de retour. Donc, je disais les stratégies à privilégier pour les plateformes traditionnelles. Il y a plein d'informations qu'on est capable d'avoir, donc des statistiques par exemple, combien j'ai eu de clics, combien j'ai eu de vues, toutes sortes d'informations qu'on est capable de voir pour nous permettre d'adapter par la suite notre stratégie. Il faut aussi tester les affichages, voir qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui pourrait être changé. Pas hésiter, surtout je pense à Indeed, à
à mettre des fois un petit montant d'argent par jour, ça nous permet de se faire remarquer dans la liste, la panoplie de listes d'offres d'emploi qu'on retrouve sur Indeed et d'être mis de l'avant. Parce que si on ne met pas de petits montants par offre d'emploi sur Indeed, on peut se retrouver très vite dans les dixièmes pages là, facilement. Donc, évidemment, les gens ne se rendent pas jusque-là. C'est ça, on peut acheter, là, ça s'appelle de la sponsorisation. Donc, ça nous permet d'être plus en avant. Puis, évaluer les retombées de tout ça. Est-ce que ça a fonctionné? Donc, de ne pas hésiter au moment où vous faites vos entrevues, de savoir où est-ce que la personne, comment la personne vous a trouvé, où est-ce qu'elle a vu votre offre d'emploi. Au niveau des réseaux sociaux, c'est pareil, il y a de la sponsorisation qui est possible. Il faut élaborer des messages courts, évidemment, une publication qui accroche. Et puis, il y a aussi des moments clés à choisir, autant dans la semaine que dans la journée. Donc, ça peut être consulté, peut être regardé en fonction de votre personnel, de votre stratégie de diffusion au niveau des statistiques, à quel moment dans la journée et dans la semaine, mon candidat potentiel va être susceptible de consulter ce réseau social-là. Et puis évidemment, pas hésiter, pas oublier de communiquer, de diffuser l'offre d'emploi dans vos réseaux d'affaires, de demander, comme l'a dit Joël, un peu plutôt de partager, que vos employés en parlent. Le bouche à oreille, ça fonctionne encore. Ça ne s'arrête pas. Oui, puis pas hésiter à demander aussi à nos employés clés, en fonction, souvent, ils correspondent un peu au persona. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme réseau social? Oui. Parce que clairement, tout dépendant du type d'employé qu'on recherche, on peut en trouver certains sur LinkedIn, mais certains n'ont pas du tout de profil LinkedIn. Certains ne sont pas sur Facebook, certains sont plutôt sur Instagram. Puis là, bientôt, les jeunes vont probablement quitter Instagram parce que nous, les vieux, on est rendus sur Instagram. Fait que d'habitude, ça les fait fuir. Il y en a des employeurs qui ont commencé à aller davantage vers des TikTok de ce monde pour diffuser leurs offres d'emploi de façon très originale et tout ça. Mais tout dépend, allez pas sur toutes ces plateformes-là. Si votre persona ou la personne que vous cherchez est une mère de famille de 35 ans, vous allez perdre votre temps là, à aller faire des affichages un petit peu partout. Puis là, tout dépendant du type de profil aussi, si c'est un poste dans une profession plus, justement, là, une profession plus libérale, il y a des bonnes chances qu'elle ait un profil LinkedIn. Par contre, si on cherche quelqu'un qui est davantage dans des emplois moins de professions libérales, il y a plus de chances qu'on les trouve, par exemple, sur Facebook, si c'est quelqu'un qui a en haut de 30 quelques années. Donc, il faut vraiment évaluer c'est quoi le profil du candidat que l'on recherche pour notre poste, puis à quels endroits ces gens-là se trouvent. Parce que si vous vous mettez à mettre des petits budgets aussi de sponsorisation pour chacun de ces médias sociaux-là, vous allez le diluer plutôt que de le concentrer exactement à l'endroit qui est le plus pertinent pour vous, pour votre poste à ce moment-là. Juste quelques mots pour l'approche active, donc on peut faire notamment sur LinkedIn. On en reçoit beaucoup, les candidats en reçoivent beaucoup des messages sur LinkedIn, ils viennent se faire chercher, mais la différence, il faut aussi faire une différence là-dedans. Il faut que les messages, comme on l'a dit, on va encore jouer sur l'émotion, sur les valeurs, donc plus le message va éveiller la curiosité de la personne, plus vous allez avoir de chances d'avoir un retour. Oui. Donc, de ne pas hésiter à faire des messages qui soient personnalisés. Absolument. Puis j'ai peut-être un exemple concret à vous donner, en fait, par rapport à l'utilisation de LinkedIn pour aller chercher des candidats là, de façon vraiment ciblée. C'est pour ceux qui étaient présents au webinaire précédent, vous avez rencontré Sandra. Sandra, c'est comme ça qu'on l'a trouvée, en fait. On avait besoin de trouver des consultants qui avaient quand même un certain profil d'expérience et on a ciblé sur LinkedIn des gens qui nous semblaient avoir le profil recherché. Puis je leur ai écrit
avec un message très personnalisé, après avoir été regarder un petit peu sur ses médias sociaux, qu'est-ce qui avait l'air de l'intéresser. Et j'ai misé sur ces choses-là. Tu sais, je lui ai parlé. Sandra, c'est quelqu'un qui a des valeurs environnementales. Je lui ai demandé la permission avant de parler d'elle dans ce webinaire. Tu sais, qui a quand même des valeurs environnementales, sociales. Puis nous, ça nous colle. Fait que j'ai parlé un petit peu plus de qui on était comme organisation, de quelle façon on est structuré aussi en mode très horizontal, puis qu'on offrait des opportunités aux gens de s'impliquer davantage de cette façon-là, etc. Donc, je lui ai parlé de qui on était plutôt que du rôle. Je ne lui ai pas envoyé l'affichage de poste, je lui ai juste parlé de ce qu'elle viendrait retrouver en termes de valeurs, en termes de culture organisationnelle, si elle venait travailler avec nous. Puis, l'anecdote, en fait, c'est qu'elle était sur le point d'accepter un emploi. Elle avait reçu l'offre et elle allait envoyer son contrat signé à cet employeur-là. Quand, au moment où je lui envoyais mon message sur LinkedIn, ça a piqué sa curiosité, puis on a pu faire les rencontres avec elle. On va parler du processus de sélection dans quelques minutes, là, mais en 3 jours, elle était embauchée parce qu'on n'avait pas de marge de manœuvre, évidemment. Elle avait une offre d'emploi dans les mains, donc on s'est allé assez rapidement le processus de sélection, mais comme quoi, ça peut valoir la peine d'investir un peu de temps dans la recherche de candidats sur LinkedIn, mais surtout de leur parler de façon très personnalisée, selon ce qu'on comprend de leur profil et de leur intérêt, pour aller attirer leur attention. On voulait aussi vous parler de l'embauche d'étudiants. C'est une façon de cibler directement nos candidats, nos futures ressources potentielles. C'est sûr que c'est un investissement en termes de temps, ça demande un certain temps de formation, mais ça peut être vraiment pertinent en contexte de pénurie de main-d'œuvre parce que les étudiants, souvent, ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience sur le marché du travail, mais par contre, ils ont acquis un certain... ils ont les notions, les apprentissages sont tout frais là dans leur tête. Donc, ça peut amener à voir les choses différemment au niveau de l'équipe. Puis, il y a aussi plusieurs possibilités de subventions gouvernementales là, pour financer leur salaire. Donc, ça reste une voie là, à ne pas négliger l'embauche des étudiants. Ou des stagiaires, hein, ceux qui Oui. font des stages, surtout à la fin de leur cycle d'études. Puis à ce moment-là, ça peut être considéré comme une belle longue entrevue. Hein? C'est une belle façon de voir si la personne va être un bon fit pour notre organisation. Alors, peut-être de faire la recherche dans votre secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des programmes scolaires qui offrent des stages dans votre secteur d'activité? Et puis aussi l'embauche d'immigrants, évidemment, pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre, ça permet évidemment d'élargir notre bassin de candidats. Et puis ça apporte, ça vient jouer aussi sur notre marque employeur dont on a parlé au début du webinaire, d'avoir une organisation où il y a de la diversité, où il y a de l'inclusion, ça vient jouer sur la marque employeur. Donc ça, c'est aussi un aspect positif là, de l'embauche d'immigrants. Ça permet aussi de stimuler la créativité, l'innovation, le fait qu'il y ait des cultures, différentes cultures là, qui se retrouvent au sein d'une même équipe de travail. Donc c'est ça, c'est aussi un aspect à ne pas négliger, l'embauche d'immigrants, surtout dans certains secteurs. Là, je pense au TI, aux jeux vidéo, je sais que ça se fait déjà. Donc, on voulait aussi vous parler de ça rapidement. Et puis, je vais laisser Joëlle pour la suite, pour le processus de sélection. Oui, alors là, on a fait tous ces gros, grands efforts pour aller trouver des candidats. On réussit à avoir finalement des CV qui rentrent et c'est là que ça commence en réalité parce que
On a réussi peut-être à capter l'attention des candidats suffisamment pour qu'ils se disent « Ah, ça vaut la peine d'aller voir », mais il n'y a rien de gagné là, à cette étape-là dans le contexte actuel. Donc, le processus là, qu'on met en 5 étapes, il faut s'assurer de le faire dans le cours de temps le laps de temps le plus court possible parce que ça se passe vraiment, vraiment rapidement en ce moment. Donc, il faut vraiment s'assurer de le faire le plus vite possible pour s'assurer de ne pas perdre de candidats. J'ai dit le mot assurer au moins 8 fois en 4 phrases. Donc, vous allez analyser les candidatures reçues. Qui est la première étape. Tu peux y aller si tu veux. Dans le fond, tout le monde connaît un peu le processus. Là, je ne vais pas insister là-dessus. Mais quand vous recevez les CV, quand vous êtes en mode réception de CV, bien, si vous avez mis un délai de temps pour l'affichage, si vous dites, par exemple, on laisse l'affichage jusqu'à telle date, ou si l'endroit où vous affichez là, sur le site d'emploi en particulier vous offre un certain temps là, pour l'affichage, attendez surtout pas la fin de la période d'affichage pour commencer à trier vos CV. Dès que vous en recevez, vous devez tout de suite les regarder et tous ceux qui correspondent à vos attentes, tout de suite les contacter pour planifier une entrevue. Puis là, bien, si vous avez prévu votre période d'entrevue dans une période là, restreinte tout de suite après la fermeture de la période d'affichage, bon, ce n'est pas l'idéal, mais au moins si vous les appelez tout de suite, puis vous les bookez en entrevue immédiatement, ils vont savoir qu'ils sont dans le processus. Mais dans un monde, puis là, je sais que quand c'est des concours et tout ça, c'est différent, là, c'est plus complexe, mais si ce n'est pas le cas, CV intéressant reçu, on devrait tout de suite avoir un premier contact avec le candidat au plus tard le lendemain, là, 24 heures, là, maximum. Là, c'est vraiment très, très rapide en ce moment. Fait qu'une fois qu'on a fait notre affichage en fait, c'est qu'il faut se poser la question, si on fait notre affichage de poste, est-ce qu'on a libéré du temps dans notre horaire, dans les jours qui suivent, pour s'occuper du recrutement? Si ce n'est pas le cas, bien, allez pas dépenser des sous à faire votre affichage de poste si vous êtes pour regarder les CV juste 2 semaines plus tard. Vous allez avoir mis l'argent de l'affichage là, à la poubelle. Là. Donc, vraiment se timer en conséquence pour ça. Puis après ça, bien, contacter, là, comme on disait là, rapidement, faire des suivis vraiment réguliers dans le processus. Donc, disons que là, vous appelez vos candidats, vous faites une première entrevue, puis là, bien, profitez-en. Là, tout le monde est à l'aise avec la vidéoconférence. Là, laissez tomber l'entrevue le premier contact au téléphone. Contactez-les par courriel pour prévoir un moment pour faire un premier contact en vidéoconférence. Là, ça nous donne tellement plus d'informations sur le candidat que ce qu'on pouvait obtenir en quelques minutes au téléphone, que vous allez vous sauver plein de temps dans les étapes suivantes. Là. Donc, une première étape où on veut un peu voir là, comment la personne se présente, puis aller valider les quelques informations préliminaires. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais si vous avez plus qu'une étape comme ça, donc, disons, un premier contact pour faire un premier tri, puis après ça, 2 entrevues, que ce soit en personne ou en virtuel, il faut vraiment le prévoir là, dans les journées là, qui suivent, puis assez rapidement. Puis bon, on disait les suivis, s'il y a des délais qui doivent avoir lieu dans votre processus, bien, tenez au courant vos candidats, là, parce qu'autrement, s'ils n'ont pas de vos nouvelles, eux, ils pensent qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Puis, s'ils ont eu une autre offre d'emploi ailleurs, même si vous étiez leur premier choix, bien, il y a des bonnes chances qu'ils l'acceptent. Donc, c'est vraiment important de tenir nos candidats au courant au fur et à mesure. Bon, je viens d'en parler, entrevue exploratoire. Puis pour l'entrevue en personne, ben on l'a mentionné, il faut vraiment faire ça vite. Mais après ça, si dans la pré-entrevue, on a validé les petites informations plus pratico-pratiques souvent, là, les attentes salariales, la façon que la personne se présente, est-ce qu'elle a vraiment compris c'était quoi le poste, etc. Mais moi, ce que j'aime bien m'assurer dans l'étape préliminaire, là, la première mise en contact, là,
c'est qu'on fait un petit pitch de vente, hein, à ce moment-là. On veut s'assurer que le candidat est accroché, là, puis il ne veut pas débarquer du processus de sélection. Donc, allez vraiment juste valider vos premières informations si vous faites cette pré-étape-là. Mais surtout, vendez le poste, vendez l'organisation de façon authentique, là, pas avec des fausses informations, mais profitez-en pour faire valoir au candidat qu'il a tout à fait raison d'être présent dans ce processus de sélection-là, puis il faut qu'il tienne bon jusqu'à la fin. Après ça, là, dans la rencontre plus longue, là, où est-ce qu'on fait vraiment une entrevue de sélection, là, qu'elle soit en virtuel ou en personne, bien, c'est là qu'on va plutôt aller vérifier les compétences recherchées. Est-ce que la personne a l'expérience vraiment souhaitée avec des questions un petit peu plus d'entrevue là, typiques comportementales. Donc, une entrevue qui va être un peu plus structurée, mais qui va vous aider à prendre votre décision. Puis même dans cette entrevue-là, on ne néglige pas le fait que ça doit être dans les deux sens. Le candidat aussi doit vous choisir. Donc, vraiment prendre le temps de s'assurer que lui a toutes les réponses à ses questions pour être en mesure de prendre une décision éclairée, puis que vous avez vendu, mis de l'avant les avantages de votre organisation. Bon, le suivi en continu, je pense que je l'ai mentionné vraiment quand même assez souvent. C'est bien important aussi d'aviser tous les candidats, hein, si vous avez rencontré des gens, comme je dis, en personne ou en virtuel, ça va être important bon, premièrement, les aviser quand est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles de votre part. C'est souvent le bout qu'on oublie pour ne pas justement les laisser dans le néant puis qu'ils se mettent à accepter d'autres possibilités ailleurs parce qu'ils n'ont pas un aperçu de quand est-ce que se termine votre processus à vous, quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à avoir de vos nouvelles. Mais avisez aussi les candidats que vous n'avez pas retenus, c'est vraiment important parce que vous allez gagner au niveau de votre réputation d'employeur. Là, on parle encore de la marque employeur ici, on reste encore dans l'expérience candidat, même si on n'est pas sélectionné. Puis, on ne sait jamais, peut-être que ça sera votre futur candidat dans quelques années. Il n'y avait peut-être pas tout à fait l'expérience que vous aviez de besoin, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le bon profil dans quelques années ou peut-être que dans son réseau de contacts, votre candidat idéal s'y trouve. Donc, vous voulez qu'il parle en bien de vous. Puis de faire un retour, là, c'est vraiment important. Puis c'est une marque de respect aussi là, pour les candidats qui ont pris le temps de vous rencontrer puis de faire partie de votre processus. Donc, ça, c'est très, très important. Maintenant, l'accueil, l'intégration, comme on le disait tantôt, hein, c'est une bonne façon de boucler la boucle du cycle de la dotation pour s'assurer qu'une fois qu'on on a réussi à les attirer, on les a choisis, ils ont par miracle accepté notre offre, bien, il ne faudrait surtout pas qu'après cette étape-là, on les perde. Donc, c'est quand même important de tenir compte aussi là, des prochaines étapes dont Fleur va vous parler. Parfait. Donc, je poursuis avec cette dernière étape-là. Donc, au niveau de l'accueil et l'intégration, comme le mentionnait Joël, avoir un programme d'accueil et d'intégration, c'est important parce qu'on ne peut pas perdre nos gens qu'on a eu tant de difficultés à trouver. Et c'est aussi là où commence l'expérience employée. Après avoir vécu l'expérience candidat, donc embarque l'expérience employée. Donc, nous, ce qu'on vous recommanderait, c'est de miser sur une étape qui est souvent négligée, c'est la pré-intégration. C'est-à-dire que l'expérience employée commence à partir du moment où l'offre a été acceptée. Et il y a souvent un laps de temps qui se fait, là, 2 semaines de préavis entre l'acceptation de l'offre et vraiment l'entrée en poste. Et on peut optimiser là, ce temps pour commencer l'intégration et favoriser la bonne expérience employée de nos nouvelles personnes embauchées. Donc, ne pas hésiter à
à mettre en place là certaines choses. Je vais pouvoir en reparler dans la slide suivante. Évidemment, il y a l'accueil et les premières semaines qui sont importantes. Et encore une fois, faire des suivis réguliers une fois que la personne est en poste, c'est important. On le sait, surtout pour les nouvelles générations, ils ont une soif d'avoir de la rétroaction en continu et de manière régulière. Donc, faire des suivis après la première journée, après la première semaine, le premier mois, les 3 premiers mois, bref, le plus souvent possible ou en continu, ça va vraiment venir jouer sur la rétention de nos employés. Donc, quelques petits trucs et astuces là pour favoriser l'accueil et l'intégration. Déjà, aviser l'équipe, ça c'est une bonne chose parce que oui, il y a une nouvelle personne qui arrive, mais on veut qu'elle arrive dans une équipe qui soit au courant qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, de ne pas hésiter, par exemple, à envoyer un courriel à toute l'équipe et de mettre la nouvelle employée en copie ou dans la liste. Comme ça, c'est la personne à son arrivée, quand elle ouvrira sa boîte courriel, elle aura le CV que tout le monde aura reçu pendant son absence. Communiquer aussi avec l'employé, comme je le disais, là, au moment de la pré-intégration. Donc, pas hésiter à lui envoyer tout ce que vous pouvez lui envoyer, le manuel de l'employé, son horaire, à quoi ça va ressembler sa première journée. Ça permet déjà de rentrer en contact, en fait, de commencer l'accueil avant même la première journée. D'autres choses aussi, c'est de miser sur les contacts, briser la glace en fait avec l'équipe. C'est toujours très intimidant quand on arrive dans une nouvelle équipe, souvent. Encore plus en télétravail, c'est compliqué. Là, on est de plus en plus en télétravail. On n'a plus les moments à la machine à café ou le midi. Donc, il faut vraiment favoriser cette intégration-là avec le reste de l'équipe. Pour vous donner un exemple, nous, chez Via Conseil, ce qu'on a mis en place lors de la première semaine d'accueil, les nouvelles personnes font des petites rencontres de 15-30 minutes avec chacun des membres de l'équipe. Donc là, c'est une rencontre qui permet de briser la glace, d'en connaître un peu plus sur le parcours, l'expérience, et puis aussi d'en apprendre sur les rôles et responsabilités de chacun. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est un enjeu. On arrive dans une nouvelle équipe, mais on ne sait pas qui fait quoi. Donc, connaître les rôles et responsabilités de chacun, ça nous permet de favoriser l'intégration et que tout se fasse plus rapidement. Évidemment, on organise l'arrivée de la nouvelle personne, donc en planifiant ses tâches, son poste de travail si on est en présentiel, etc. Alors, le programme de parrainage, marrainage, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place chez Via Conseil. Ça favorise vraiment l'intégration, encore une fois, et la rétention de la nouvelle employée. Ce programme de parrainage et de marrainage, c'est assez simple quand même à mettre en place. Ça permet pas forcément de faire le parrain ou la marraine, c'est pas forcément la personne qui va former la nouvelle personne, mais c'est plus une personne qui va transmettre les valeurs et la culture organisationnelle à la nouvelle employée ou au nouveau employé. Donc, habituellement, ce parrain ou cette marraine, c'est une personne qui est en poste depuis quand même assez longtemps, qui a en lui ou en elle déjà ces valeurs et cette culture-là pour pouvoir les transmettre. Mais ce n'est pas forcément la personne qui va donner toute la formation à la nouvelle personne. Ça peut être une responsabilité qui peut être partagée dans l'équipe. D'avoir donner un espace sécuritaire à quelqu'un qui vient débuter. On n'ose pas tout le temps se tourner vers notre gestionnaire là, quand on a toutes sortes de questions ou quand on est insécure au début, on ne veut pas nécessairement faire ressortir ce côté-là ou d'insécurité ou d'inquiétude à notre gestionnaire. Ce n'est pas toujours le type de relation qu'on a avec lui ou avec elle. Donc, d'avoir quelqu'un comme ça qui est là pour
se préoccuper de comment se porte notre nouvel employé au niveau de son expérience jusqu'à maintenant, de son ressenti, puis de ses petites préoccupations, de ses petites questions comme ça du quotidien. Ça vient vraiment donner une chance à la personne de passer à travers ces quelques premiers mois, premières semaines, premiers mois-là qui sont particulièrement stressants là, quand on débute un nouvel emploi. Exactement. Puis ça permet d'avoir une personne référente à qui on peut poser toutes nos questions, peu importe la question. Et il y a vraiment un lien de confiance qui se crée là, entre le parrain, la marraine et le nouvel employé. Donc tout ça, ça permet de favoriser l'expérience employée et de faire en sorte que l'intégration se passe bien, mais se passe aussi plus rapidement. Important de bien choisir, hein, ses parrains, Oui, marraines, c'est tout le monde. C'est pas parce qu'on a un collègue qui fait le même emploi que le nouvel employé que ça en fait automatiquement un bon candidat pour être un parrain ou une marraine. Ça pourrait être peu importe qui, dans le fond, dans l'organisation. C'est pas tant le rôle occupé qui est important, mais plutôt le profil de la personne en tant que telle. Ça prend des gens qui ont une capacité d'écoute, de l'empathie, une capacité aussi de se préoccuper là, justement de comment se porte l'autre personne, une connaissance, tu l'as dit tantôt, Fleur, de la culture, des valeurs et aussi une capacité à donner de la rétroaction de façon bienveillante parce que on veut prendre soin de la personne, on veut se préoccuper de comment elle trouve son expérience depuis le début, puis pendant toutes les premières semaines, mais en même temps, c'est souvent cette personne-là qui va pouvoir donner des petites rétroactions à la personne par rapport à comment elle se comporte dans l'organisation quand il y a des petits écarts avec la culture ou les valeurs. Donc, c'est cette personne-là qui va être en mesure d'expliquer au nouvel employé comment ça marche dans l'organisation, puis pour faciliter l'intégration de cette personne-là à cette nouvelle culture-là. On le sait, il y a tout le temps des petits ajustements dans les premières semaines puis les premiers mois quand quelqu'un arrive. Donc, cette personne-là doit vraiment avoir cette capacité-là de rétroaction bienveillante, là, une capacité d'être diplomate, de choisir les bons mots, mais d'être aussi attentif là, au ressenti de la personne au moment où elle donne cette rétro-là. C'est pas donné à tout le monde, donc il faut vraiment choisir non. les bonnes personnes pour occuper ces rôles-là. Ouais, puis il faut que ça se fasse aussi, je pense, sur une base volontaire parce que ça demande quand même un certain investissement, déjà en temps, mais aussi émotionnellement parlant. Donc, c'est comme le dit Joël, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça a, moi, je suis marraine, je suis à conseil et j'adore ça. Mais c'est ça, je pense que ça c'est pas tout le monde qui, je pense, souhaiterait occuper mon rôle. Non, c'est ça. Puis on est une gang de professionnels en ressources humaines, là, quand même. Puis malgré tout, ben, c'est pas tout le monde dans les 15 personnes de l'équipe qui souhaite occuper ce rôle-là ou qui aurait le profil idéal pour occuper ce rôle-là. Donc, c'est correct là, de pas avoir que des potentiels parrains ou marraines dans notre organisation. L'idéal, c'est d'en avoir quand même quelques-uns. Puis C'est ça. hein, on l'a expérimenté, Fleur, Oui, de ne pas en avoir qu'un seul, hein, parce que ça prend du temps quand même de faire cet exercice-là. Donc, si vous avez un flot continu de gens qui débutent dans votre organisation, ben ça prend aussi quand même plusieurs personnes, là. L'idéal, c'est de ne pas avoir plus qu'on disait deux mhm. marrainés ou parrainés, je ne sais pas trop comment on les appelle, là, mais Ouais, puis, les filleuls, moi je les appelle. C'est ça. donc, de faire attention à la surcharge là, que ça ajoute aux gens qui s'occupent de ce rôle-là. Et puis ça, on en a parlé un petit peu tantôt, l'importance de faire la rétroaction, que ça soit en continu, mais aussi de choisir des moments où il va y avoir une rétroaction un peu plus officielle, on va dire. Dès la première semaine, en fait, pour savoir, la première semaine, ce moment-là, c'est surtout pour savoir comment la personne se sent, comment elle va, comment s'est passée sa première semaine. C'est
ça va être important à ce moment-là de se réajuster si jamais la personne est inconfortable avec certaines choses, parce que justement, on ne veut pas qu'elle quitte, on veut qu'elle reste. On a eu tellement de difficultés à la trouver. Donc, d'avoir cette première rencontre-là très rapidement, c'est important. Puis, par la suite, de manière continue, évidemment, ça peut être avec le parrain, la marraine, mais à des moments aussi choisis comme le premier mois, à la fin de la période de probation, 3 mois, 6 mois. Donc, c'est ça. Mais cette rétroaction en continu va favoriser l'intégration et puis la bonne expérience employée, encore une fois. Mm-hmm. Et je pense qu'on en a fini. Donc, on arriverait avec la période de questions. Période de questions. Donc, le temps que vous puissiez réfléchir un petit peu aux questions que vous avez, peut-être faire un petit rappel des points clés à retenir. Je pense que dans le contexte actuel, l'important, c'est de vous distinguer, vraiment de vous distinguer de vos compétiteurs en termes d'employeurs pour être sûr que les gens vous choisissent vous. Donc, prenez le temps d'identifier quels sont vos éléments distinctifs, consultez vos employés au besoin et mettez-les de l'avant dans vos affichages de postes et vos publicités relativement à vos postes ouverts. Enlevez toutes les difficultés sur le chemin des candidats. Donc, faites l'exercice vous-même, essayez de postuler pour votre propre poste et sur les différents canaux possibles et voyez s'il y a des embûches sur le chemin. Si c'est le cas, retirez-les rapidement parce que ça vous enlève définitivement des chances d'obtenir des candidats. Soyez original, soyez punché, soyez vraiment concis, choisissez les bons endroits pour diffuser votre offre. Puis dans le processus de sélection, soyez rapide, soyez authentique, soyez intéressant, soyez sympathique. Faites-le dans les deux sens. Vous devez vous vendre autant que le candidat doit se vendre, puis même en ce moment, peut-être un petit peu plus. Donc, puis prenez soin de vos nouveaux employés une fois qu'ils ont débuté. Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, là, vous pouvez soit nous écrire dans le chat ou lever la main. Si vous levez la main, on va vous débloquer votre micro. Vous pourrez peut-être venir poser votre question ou si vous avez des exemples de choses que vous avez mis en place qui ont bien fonctionné. Les gens aiment bien ça, entendre des exemples de situations vécues dans les organisations, d'outils, de trucs, d'astuces que les gens ont pu mettre en place. Puis sinon, l'autre question que j'ai pour vous, le temps que vous vous décidiez à venir nous poser des questions ou à nous écrire dans le chat, quels outils, on offre tout le temps des outils gratuits si vous nous suivez depuis un certain temps. Le dernier webinaire, on avait donné des exemples de politique, des exemples de questionnaires, puis on se questionnait justement par rapport à cette thématique-là. Qu'est-ce qui seraient des outils intéressants que vous aimeriez recevoir pour vous inspirer, pour vous aider dans votre processus d'attraction, de sélection, de recrutement, de dotation? Est-ce que d'avoir des exemples d'affichage, justement, que nous, on a produit en utilisant Canva, là, tantôt, Fleur parlait un petit peu de Canva. Est-ce que ça pourrait vous aider de voir à quoi ça ressemble quand on affiche sur les Facebook, les Instagram, par exemple, comme on affiche sur LinkedIn? Oui, ça les gens disent oui, ça pourrait vous aider. Fait que parce que nous, on envoie, vous le savez, après, là, des outils aux gens qui ont participé. Fait que ça peut être une idée. Seriez-vous intéressé à avoir des exemples de questionnaires pour les différentes étapes? Qu'est-ce qu'on pose comme question dans l'après des questions d'entrevue générale, des exemples d'affichage? Qu'est-ce qu'on pose comme question dans la pré-entrevue? Qu'est-ce qu'on pose comme question dans l'entrevue plus générale? Qu'est-ce qu'on pose comme question quand on fait la vérification des références? C'est tous des outils qu'on a l'habitude de partager avec nos clients qui sont assez simples. Comment bien prendre les références, excellent. On ne l'a pas mis là, dans la rencontre parce qu'on sentait qu'on allait manquer de temps, mais on a des outils là, pour vous aider là-dedans. On va pouvoir vous envoyer ça.
peut-être un petit résumé du programme de marrainage qu'on propose, hein, Fleur? Tu nous avais élaboré ça pour nous à l'interne, là, pourquoi ne pas Oui, récupérer les quelques diapos puis les envoyer aux gens pour que ça puisse les inspirer. Des modèles que vous avez, OK, parfait. On en a plein. C'est juste qu'on essaie juste d'avoir des idées peut-être plus précises de qu'est-ce qui vous intéresse, outils de gestion des CV. Différents suivis. Oui, bien, nous, on utilise, en fait, il y en a plusieurs, hein, des outils pour faire la gestion des CV. Nous, personnellement, on utilise un outil qui s'appelle Recruiter Box. Le défi, c'est un outil qui a été développé, je crois bien, aux États-Unis. Donc, il n'y a pas la version francophone. Donc, c'est un peu l'enjeu. Ah, outil RH Zoho. Beaucoup utilisent cet outil-là avec la plateforme de recrutement Zoho. Donc, ben, si vous avez d'autres suggestions, écrivez-le dans le chat. Je pense que les gens seraient intéressés. Comment on l'écrit? Recruiter je Box. l'écris. Peux-tu l'écrire? Oui, s'il te plaît, Justine. Fait que pour y aller voir, c'est sûr que ce n'est pas gratuit, hein, c'est des outils que nous, on utilise parce qu'on fait du recrutement pour nos clients. Donc, il y a une valeur ajoutée. À vous de voir si ça peut correspondre à vos budgets. Je pense que Zoho est quand même pas si dispendieuse que ça, par contre, comme plateforme. Donc, peut-être explorer un peu les deux. Si vous avez d'autres idées, soit d'outils que vous aimeriez qu'on vous envoie avec des exemples concrets, là, vous allez recevoir une petite batch là, qu'on va vous préparer, mais si jamais vous avez des outils que vous voyez pas là-dedans puis que vous souhaiteriez qu'on vous envoie, n'hésitez pas à nous réécrire. Puis si on l'a, ben, ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. Puis sinon, ben, est-ce qu'on a eu des mains levées, Justine, finalement? Non. Non? Ah, ben oui. Non, ben, on va débloquer son micro. Il va falloir juste que vous enleviez votre mute. Oui, Bonjour. oui. Ben, bonjour, je m'appelle Jean Volin, je suis membre des Premières Nations. Je suis directeur d'un centre de santé dans la région Mauricie-Centre du Québec. Mhm. Bien sûr, ben, moi, je voudrais partager aussi les bons coups aussi en même temps je vis, tu sais, quand on fait du recrutement comme un médecin ou autre personne, bien sûr, on a travaillé beaucoup pour avoir des partenaires, des collaborateurs, tout d'abord, un exemple, au niveau des institutions scolaires, tous les services. Parce que si on veut aller chercher du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui applique venant de l'extérieur de la région, mais il faut qu'on soit des vendeurs de la région aussi en même temps au niveau touristique, au niveau des possibilités d'écoles, soins hospitaliers, tout ça. Je pense que c'est pour ma part, on mise beaucoup sur la communication non uniquement dans l'environnement, mais aussi dans l'environnement externe de l'établissement. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose aussi, ce que je voulais mentionner, ce qui est important, je crois, dans le recrutement, où ce qu'on travaille beaucoup, là, tu parlais de parrainage, marrainage. Moi, de mon côté, en tant que gestionnaire, j'ai eu 2 offres téléphoniques par des chasseurs de tête. OK? C'est des très bons vendeurs en passant, des chasseurs de tête. Mais mon cœur était toujours dans l'environnement où je travaille actuellement parce que justement, on parle du climat de travail, l'organisation, le respect. Il n'y a pas d'ingérence des décisions qu'on prenne aussi. Donc, c'est pour ma part, c'est la gestion interne qui fait son chemin aussi pour dire, tu peux être un bon gestionnaire pour ton secteur, mais pour un autre secteur, les conditions sont différentes, tout ça. Donc, il y a aussi la question, quand on parle de recrutement, à un moment donné, mon employeur me demandait, genre, devrais-tu aller à un chasseur de tête? Non, j'aimerais mieux que nous, à la région interne, on travaille parce qu'on connaît notre environnement. Un chasseur de tête, en principe, c'est quelqu'un de l'extérieur, on l'engage, on lui donne justement le mandat de trouver la meilleure personne. Mais si tu ne connais pas l'organisation telle qu'elle, c'est très dur de bien vendre le produit. Encore, c'est juste un commentaire. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai hâte d'avoir le document parce que ça va être un outil très intéressant que je vais le partager si ça ne vous dérange pas avec mon équipe déjà la semaine prochaine.
Merci Bien encore. entendu, bien entendu. Vous allez avoir accès aussi à la rediffusion, là, si jamais vous voulez que d'autres personnes en prennent connaissance aussi. Donc, gênez-vous pas à la diffuser. Merci beaucoup. Merci pour Merci. votre intervention. Puis ça m'a fait penser, vous avez parlé un petit peu là, on vous laisse la latitude, puis tout ça. Puis je me demandais si il y en avait plusieurs d'entre vous, ou même vous, M. Volant, est-ce que vous impliquez les employés dans la démarche de recrutement? Nous, on fait ça, là, bien entendu. Justement, ce matin, j'ai été en réunion parce qu'on travaille pour avoir un troisième archiviste. Mhm. Ce que j'ai demandé aux archivistes, les deux archivistes, c'est de pondre comment je peux dire, la raison d'être du troisième archiviste en délaissant un peu leur partie à eux autres. Puis c'est là qu'on a fait justement le travail. C'est les archivistes. En fait, comme moi, c'est que la manière que je travaille, que je mets beaucoup l'accent sur la communication avec l'équipe. Toutes les actions que je fais en tant que gestionnaire, je vais toujours demander un comité de travail, puis c'est le comité de travail qui va être mes guides, puis donc moi, je deviens un exécutant. Parce que c'est eux autres qui vivent avec le quotidien. Un gestionnaire reste en arrière d'un bureau, mais l'infirmière, la kinésiologue, la nutritionniste, c'est eux autres qui vivent au quotidien, même la psychologue. Donc, moi, je trouve important pour ma part d'aller, j'ai besoin de leur soutien, parce que moi, une chose que j'applique souvent dans les réunions, j'explique à mon équipe, je leur donne un choix d'aller vers la droite ou la gauche. OK? C'est quand ils disent on s'en va vers le côté droit de cette façon de faire. Voilà, comme je donne comme exemple, c'est comme un joueur de volleyball. Vous êtes ici sur le terrain, vous gagnez une game, vous faites la passe, donc tout le monde travaille en équipe. Dans ce contexte-là, quand ils disent on prend la route vers la droite, je leur dis OK, j'embarque avec vous. Si on chavire, je chavire avec vous. Donc, je leur donne, on appelle ça l'histoire, dans le temps, j'ai fait ma maîtrise en gestion scolaire à l'époque. Le professeur de l'Université de Sherbrooke me disait, c'est comme, ça peut arriver que c'est l'histoire du singe. Des fois, l'employé te donne le singe, Oui. ton épaule, puis moi, je le redonne. J'ai dit, quand je leur dis, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça, pour cette Oui. difficulté-là? Les Donc, impliquer l'employé dans se la sent recherche de important. solutions. Mhm. C'est ça, exactement. Mhm. C'est ça. Merci. Oui, très bonne stratégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Puis je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée d'impliquer les employés dans le processus de sélection, dans les rencontres avec les candidats, qu'il y ait une personne qui accompagne dans certaines des entrevues, en tout cas, les personnes qui sont responsables du recrutement parce que le candidat va pouvoir poser ses questions directement à la personne qui occupe le rôle dans le concret, dans le quotidien, puis d'avoir un aperçu. Nous, on le fait avec justement, bon, Justine est là. Souvent, Justine participe au recrutement pour les postes d'analyste. Et ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là de laisser le candidat poser des questions. Justine, elle se fait souvent demander dans ces rencontres-là, ça ressemble à quoi une journée type dans ton quotidien quand on recrute des analystes comme elle? Puis je pense que ça devient beaucoup plus crédible, c'est authentique là, comme réponse, beaucoup plus que si c'est nous qui avons des rôles un peu différents dans l'organisation qui vont répondre à cette même question-là. Ça donne une couleur aussi, hein? Ça donne beaucoup plus une idée aux candidats avec qui ils vont travailler dans leur quotidien, quel type d'équipe il s'agit quand on rencontre plus qu'une ou deux personnes là, dans le cadre de notre processus. Donc, nous, on fait 2 entrevues à peu près là, par processus, puis à chaque rencontre, il y a 2 personnes. Donc, la personne aura rencontré quand même 4 personnes parmi les 15 de l'équipe dans le processus, ça donne quand même une bonne idée de la culture, des valeurs, puis du type de personnes avec qui on va travailler. Il nous reste 3 minutes. S'il y en a qui ont encore des petites questions ou des exemples à nous partager, on a encore un petit peu de temps. Ça nous ferait plaisir. Ou des idées d'outils, gênez-vous pas. Ah! Excellent. Alors, on a une petite question.
peut-être vous présenter. Je pense qu'on n'a pas votre nom sur... Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, alors moi, c'est Édith Vallière, je suis du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier à Québec. Moi, c'est plus pour un partage d'une chose qu'on a fait, je pense, qui est à refaire, là. Nous, à chaque mois, on a une infolette et on fait toujours, dès le début de l'infolette, image sur notre communauté. Donc, on souligne, on reconnaît que ce soit un jeune, que ce soit un bénévole ou un employé, justement. Et une fois, on a fait la photo on a mis sur notre infolette là, un employé avec une description de son impact dans ce qu'il fait finalement. Puis, je pense que c'est intéressant parce qu'à la fois, c'est une belle reconnaissance auprès de tous nos partenaires, mais c'est à la fois aussi justement de prendre soin de notre monde, là, comment c'est important pour nous. Ben, j'aime ça parce que c'est un lien avec ce qu'on disait tantôt, de donner un sens au travail des gens. Donc, vous allez démontrer comment le travail des personnes dans votre équipe peuvent avoir un impact. Exact. C'est très valorisant. Puis je pense que c'est une bonne façon d'aller chercher des candidats qui cherchent ce sens-là ou à avoir un impact dans leur travail. Oui, voilà. Très bonne idée, merci. Merci, c'était une super idée à partager. Là, je pense qu'on va la retenir. On pourrait la proposer ou même l'utiliser nous-mêmes. Là, très bonne idée. Alors, ben, je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup pour votre participation. Encore une fois, c'est vraiment très apprécié. Merci pour vos questions, vos commentaires. On va vous envoyer, tel que promis, les documents. Puis, si vous n'êtes pas déjà inscrit pour notre prochain webinaire sur la gestion, de la façon d'aborder les conflits ou les difficultés dans l'organisation, soit par la médiation, soit par une enquête de harcèlement, nos collègues Chloé et Guylaine vont vous parler de ça là, dans notre prochain webinaire. Donc, inscrivez-vous. Puis, si vous avez des sujets à nous suggérer que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochains webinaires, on est dans notre planification pour le début de l'année prochaine. Donc, envoyez-nous vos sujets qui vous intéressent, puis on pourra les aborder là, dans les sujets à partir de janvier prochain. Alors, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Puis bonne fin de journée à tous.